Alors voilà, t'es bien assis, je suis bien assise. J'écris en rose. Borders, what's up with that? Identities, what's up with that? Absence, j'écris en rose. The realness, what's up with that? Broke people, what's up with that? De retour par la terre. Broke, what's up with that? J'ai brisé la transition, la zone commune, l'attente. Jusqu'à maintenant, ce qui rigolait, ce que reliait, ici et là-bas, c'était les check-in, les boarding pass, le décollage, toutes ces choses vues d'en haut, l'atterrissage. Je ne cligne pas des yeux. Volupté et pauvre mystère. Je fais partie du club, moi aussi. Mystère de ne pas être vu que de n'être pas vu. Assise devant mon Mac, je ne cligne pas des yeux. Je vois les fils. Je ne bouge pas, assise devant mon Mac, à taper des mots qui se suivent sans trop savoir lesquels et pourquoi. Rappe farsi naboud, rappe farsi boud, rappe farsi naboud, rappe farsi boud. Ce que j'ai appris par la terre, c'est que c'est vrai, vraiment collé, et quand le fond du verre est désert, et quand le fond du verre est fané, les bouches frappent sur le verre comme sur un mort. Moi aussi, j'ai le verre vide et je le pose. Je suis aussi dans le club. Ce que j'ai appris par la terre, c'est que je suis aussi dans le club. C'est vrai, et c'est vraiment collé, tout ce monde raccommodé par les langues, les regards pile ou face et le sucre entre les dents, écrire à gauche, l'agneau, lire à droite, le goût de la chèvre. De mon côté, on voit bien la mer, et toi? Et chez toi? Ben, on voit bien l'autoroute et pas bien la mer. Je sors au bras des ombres, je suis au bas des ombres et des ombres m'attendent. T'as vu, elle est bonne, hein? Non? Elle est bonne? Va voir nager! Alors, je suis allée dans l'eau. C'était les vacances. J'ai mangé trop de glace. L'histoire du miel et du lait, de ceux qui habitent les terres comme on habite une maison. J'entrais dans l'eau, ma nouvelle maison pour le reste de ma vie après la vie. Je répétais « not exhausted, not exhausted, not exotic, I'm exhausted, not exotic, just exhausted ». Dans l'eau, à peine mes oreilles ont touché l'eau juste avant d'y être, dans l'eau, dedans l'eau. J'ai compris que je n'entendrais rien, ni les cris, ni les chips, rien, ni les pleurs, ni les pattes, rien, ni les voitures, ni les rêves, rien, ni les kebabs, ni les futurs, ni les transats. J'entendais la mémoire, celle d'une pomme de terre qui coule dans l'eau. Entre kebab et caclon, le quart des gens
c'est ce qu'il y a entre ton ventre et tes oreilles. Le quart, c'est le cœur. Le quart, c'est ce qu'il y a entre l'or et l'ox. Le quart, c'est le cœur. Là, en 1987, pas là. Mais là-bas, homme sur grain de sable sur homme, grain de sable dans homme. Aujourd'hui, 18 octobre ou 13 novembre, entre mémoire et kebab et beaucoup de grains de sable. Et ce jour où les deux tours là, ce jour où j'ai arrêté de dire d'où venaient ses cheveux. Mais heureusement, je suis née du bon côté de l'autoroute. Il serait temps que tu le fasses exprès. Enclature disait, oui, celui-là qui parle pas loin d'ici, qui parle dans un micro. Ça se prétend artiste et tout ton seul rapport au monde, c'est de te payer une chambre. Et il y en a d'autres, leur rapport, c'est qu'il faut juste descendre quand le contrôleur monte. Sortez les briquets. Sortez les briquets. Sortez les briquets. Parce que what you see is what you get. Et avec le hashtag see, avec A, hashtag see, avec 2 E, what you see is what you get. What you see is what you get. What you see is what you see. And what you see, mais tu regardes quoi? Cette feuille, parce que publish or perish. Cette feuille-là, j'ai entendu que si tu publies pas, tu persisteras pas. Je vais pas publish parce que vous êtes là, dans ma voiture. On regarde dans la même direction. Phélestine, Phélastine, Péléset, Palashtu, Palastu, Pilistu. Il y a capitale et capitale, la tête et la petite tête. L'histoire dit tête au sens de vie, caput, on dit chapitre, start and end at the same time. Caput, c'est casser. La tête et hashtag qui rime avec dump. L'espace est alors refuge de ce présent. On regarde nos villes, on les garde et elles nous gardent. Quand on a atterri, tout le monde a applaudi. Pas de turbulence. Quand ça a explosé, tout le monde a applaudi. J'ai appris et j'ai pris la route. Et à l'atterrissage, je n'ai vu que le sable. Quand tout a explosé, tout le monde a lu le journal. Et les grains de sable dans mon maillot de bain. Et les grains de sable dans le journal. Pas tout le temps, mais on voit bien l'autoroute et pas bien la mer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ici dans ce magnifique nouveau campus de la HEAD ou sur les réseaux sociaux parce que vous pouvez nous suivre sur différentes pages. Bienvenue pour cette remise du 4e prix Art Humanité, anciennement prix artistique Croix-Rouge HEAD Genève. Ce prix remis ce soir consacre une création artistique en art visuel, design ou cinéma. C'est un partenariat entre la Croix-Rouge genevoise, le CICR et la HEAD. L'objectif de ce prix est d'encourager et d'honorer le lien entre art et humanité. Pour la 2e fois cette année, en plus du prix du jury, il y aura un prix du public. Vous pourrez voter le moment venu par SMS. Avant d'évoquer ces 2 prix, un grand bravo et merci à Daphné Garay pour la performance qu'elle nous a offerte il y a quelques instants avec beaucoup d'émotion et d'humour.
Celle-ci s'intitule « On voit bien l'autoroute et pas bien la mer ». Alors souvent, pour comprendre la genèse d'une œuvre, il faut comprendre l'artiste, savoir d'où elle vient. Alors quelques mots sur Daphné. Elle est née en 1994 dans la lointaine contrée de la Gruyère. Après sa maturité gymnasiale à Bulle, elle a beaucoup voyagé, notamment jusqu'en Iran, pays d'origine de son père. Elle a étudié ensuite à la HEAD, au sein de l'option Interaction, Performance, Écriture, Pratique digitale. Une option qui porte avec une attention particulière aux arts du temps, au voisinage de l'art avec d'autres territoires et à la place du spectateur. Son travail, et vous avez d'ailleurs pu le constater, est très inspiré par ses voyages. Après avoir obtenu son bachelor en arts visuels en juin, elle étudie depuis septembre l'arabe à l'Université de Genève. Et je crois qu'on peut encore une fois l'applaudir pour sa performance. Nous allons passer maintenant au discours. Et j'invite Maître Matteo Pedrazzini, président de la Croix-Rouge genevoise. Monsieur le maire de la ville de Genève, Madame le maire de Cartigny, Madame la chancelière de la République et canton de Genève, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités, Mesdames et Messieurs, chers amis. Vous aurez compris que, en ce qui me concerne, je suis probablement né du bon côté de l'autoroute. Pourquoi ? Vous l'avez déduit, je suis derrière le micro. J'ai donc le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à ce 4e prix Art Humanité. Cet été, il faisait très chaud. Et alors qu'il faisait très chaud, je suis venu dans les locaux de la Aide. Ces locaux qui transpirent un passé industriel et industrieux. Entre le mondial qui faisait rage et la chaleur, on aurait pu imaginer que l'activité dans ces lieux devait forcément être ralentie. Détrompez-vous. J'ai trouvé dans ces locaux un groupe d'étudiants affairés, fébriles, concentrés, travaillant sur des textes, des slides, des maquettes, des images, des projections. C'était la création, mes amis, la création à l'état pur, le stress en plus. Dans cette chaleur étouffante, l'activité créatrice des étudiants m'est apparue tout à fait rafraîchissante. Que faisaient ces étudiants cet été dans ces locaux ? Ils travaillaient dur. Chacun a sa propre idée d'identité visuelle de ce qui est devenu le prix Art Humanité. Mesdames et Messieurs, j'ai eu le privilège d'être le premier destinataire des résultats de ces travaux. On m'a présenté des courbes, des angles, des couleurs, des caractères, des formes abstraites, des formes décoratives, des formes figuratives. Et tout s'harmonisait comme par enchantement et s'expliquait dans un seul discours, articulé autour de 2 mots, art, humanité. Je dois vous dire que j'ai été ému et émerveillé par la créativité et la force vitale que ces 2 mots pouvaient inspirer aux étudiants de cette remarquable école. Le résultat de tant de travail issu d'une sélection complexe est celui que vous voyez aujourd'hui. Vous l'avez vu. La nouvelle identité visuelle du prix, dont le nom a été simplifié en prix Art et Humanité. Cette identité visuelle, nous la devons à 2 personnes. Morane Hippolyte, je ne sais pas si elle est là, j'espère qu'elle le soit, et à Gabriel Le Chevalier. Elles ont été formidables. En réinterprétant au service des valeurs universelles d'art et d'humanité, le langage lui-même universel et iconique qu'est le morse. Donc vous verrez que, vous avez vu, que cette nouvelle identité, elle s'inspire fortement. Morane Hippolyte et Gabriel Le Chevalier, vous êtes le parfait exemple de ce que M. Greff, M. D'accord et moi-même souhaitions avec la création de ce prix. Nous voulions remettre sous tension et faire irradier la force vitale de l'art et de l'humanité.
Cette force vitale qui est à l'origine de la Croix-Rouge et aussi de la HED. Cette force qui, depuis Genève, se répand dans le monde. Ce prix est destiné à libérer cette énergie qui se renouvelle à Genève de génération en génération depuis plus de 150 ans. Cette énergie qui puise ses forces dans son passé industriel et qui se dégage aujourd'hui pour un futur humanitaire. Tout comme le langage morse réinventé, qui représente aujourd'hui l'identité visuelle du prix Art et Humanité, la tradition de la Croix-Rouge, sans cesse réinventée, comme celle de la HED, doit servir à motiver les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils soient, dès demain, les influencers de l'humanitaire. Je vous remercie. Il me reste un petit devoir, mais qui est un plaisir, celui de remercier nos sponsors. D'abord la ville de Genève qui nous fait l'honneur et l'amitié de déléguer son maire, que nous entendrons avec plaisir tout à l'heure. La banque CPCI, compagnie privée de conseil et d'investissement, sponsor fidèle et ami sûr de cet événement et de la Croix-Rouge genevoise. Les caves de Genève pour les vins que nous dégustons, et nous avons dégusté, et Fleurio pour les fleurs que M. Milo, tout aussi traditionnellement, tient à nous envoyer à chaque fois qu'on en a besoin. Merci à nos sponsors et merci à vous tous pour être là. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Voilà, j'invite à présent Balthazar Stehlin, directeur adjoint du CICR. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un énorme plaisir pour moi d'intervenir dans cette cérémonie de remise du prix Art Humanité. Je ne vous cache pas que nous avons vécu une semaine particulièrement difficile au CICR, avec un niveau de violence dans les guerres et un mépris de beaucoup de belligérants pour les populations affectées, mais également pour celles et ceux qui cherchent à les assister et à les protéger dans notre organisation. Un niveau de violence qui était intolérable et qui véritablement teste nos limites. Donc, partager avec vous ce moment consacré à la créativité artistique et son lien avec l'humanité est d'autant plus un moment privilégié. Il y a une année, ici même, Yves D'accord, délégué général du CICR, avait posé comme hypothèse que l'art pourrait être une forme d'aide humanitaire. Et ce qui est effectivement frappant aujourd'hui est un sentiment que les espaces de dialogue se rétrécissent, que beaucoup de personnes, et par moments des communautés entières, voire des peuples, des nations, se retranchent dans des bulles qui ne leur permettent plus de voir, d'écouter, de sentir la perspective de l'autre, qui devient ennemi par son altérité. Un système international de plus en plus en difficulté pour trouver des solutions politiques dans un monde archi-polarisé contribue un sentiment répandu de blocage, de non-dialogue, de malaise. Et la confiance, c'est indispensable ingrédient de tout rapport humain sain, semble malmené par des tendances vers un cynisme accru. Qui aujourd'hui reste crédible? À qui peut-on croire? Et c'est précisément dans ce paysage que j'ai décrit peut-être avec un pinceau un peu noir cette semaine, c'est précisément dans ce paysage que j'en suis convaincu, l'art a une importance fondamentale pour permettre un dialogue entre humains, pour poser les bonnes questions, créer l'étonnement, pour confronter nos certitudes, pour nous faire sortir sur un plan de l'intellect et de nos émotions, de nos invisibles bulles respectives, pour nous faire réfléchir,
nous faire sentir, nous faire rire. Peut-être également pour incarner un malaise et nous aider à le dépasser. Qu'est-ce qui est profondément plus humain que l'art? Au CICR, nous sommes fiers de coopérer avec cet événement, mais aussi avec les artistes d'une manière générale, avec le HEAD. Et parmi mes tâches figure également l'organisation des grandes réunions statutaires du mouvement, donc les réunions qui rassemblent toutes les composantes du mouvement, bientôt 200 composantes, par moment aussi les États hautes parties contractantes aux conventions de Genève, qui se rassemblent à Genève tous les 4 ans. Et il y a une année, lors de notre conseil des délégués, la réunion avec tous les composantes du mouvement qui a eu lieu en Turquie, nous avons pris le risque, j'ai envie de dire, de commencer une journée de réflexion avec une performance, Deep Blue Dream, que nous avons présentée devant plus de 700 représentants de notre mouvement issus de plus que 150 pays. Et c'est effectivement l'une des auteurs du Deep Blue Dream et professeur à la HEAD, Laurent Huret. C'était un étonnement incroyable, on ne l'a pas annoncé, c'est des réunions plutôt formelles, traditionnelles, avec des discours. Et puis c'est finalement un ordinateur, l'intelligence artificielle, qui parlait à des gens pas du tout avertis au préalable. Donc l'étonnement, la manière, la rupture que nous avons eue avec la manière dont nous menons traditionnellement nos réunions visait à mettre en lumière les risques et dérives de la digitalisation et de la société. Je suis convaincu intimement que cette œuvre d'art, que cette performance a secoué les participants, les a déstabilisés. Il y avait certains de mes collègues qui m'ont demandé si c'était vraiment une bonne idée de commencer avec une telle performance dans un environnement extrêmement protocolaire. Mais je suis convaincu que l'art doit être puissant à nous secouer, à nous confronter dans notre quête commune de défendre la dignité humaine. Bon, aujourd'hui, c'est le soir des artistes avec leurs magnifiques œuvres que nous avons pu voir et pas l'heure des longs discours. Donc, je n'abuserai pas davantage de mon temps de parole et je vous remercie beaucoup. Voilà, on l'a dit, ce prix, c'est un partenariat entre la Croix-Rouge, le CICR, dont on a entendu les représentants, et bien sûr la HEAD, dont j'invite le directeur Jean-Pierre Greff à venir dire quelques mots. Merci, Martin. Quelques mots, peut-être un peu plus. Vous me connaissez. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis de la Croix-Rouge et de la HEAD, puisque c'est cela qui nous rassemble. Bienvenue pour cette 4e édition du prix Art Humanité Croix-Rouge HEAD Genève. Créé en 2015, ce prix revêt pour chacun de celles et ceux qui font l'école, c'est-à-dire enseignants et étudiants ensemble, une signification toute particulière et qui nous renvoie à l'essentiel. Plus que la seule récompense décernée à des étudiants artistes ou designers particulièrement méritants, ce prix constitue un hommage fait au sens même d'une école d'art et à notre travail. C'est pourquoi il a suscité cette année encore nombre de candidatures, une trentaine, émanant de tous les départements de l'école. Et c'est pourquoi je tiens, avant même de m'engager plus avant dans mon propos, à remercier toutes celles et ceux qui ont rendu ce prix possible. En particulier, Maître Matteo Pedrazzini, président de la Croix-Rouge genevoise, et M. Yves Dacor, directeur général du Comité international de la Croix-Rouge. Je vous propose cette année une brève réflexion sur la beauté. L'idée peut en paraître incongrue, formulée par le directeur d'une école d'art et de design résolument contemporaine. En effet, le concept de beauté peut sembler aujourd'hui obsolète, sinon naïf, tant la création contemporaine lui a substitué une exigence de pertinence critique. Cela dépend pourtant de la signification précise que nous attribuons à cette beauté, aussi incertaine qu'indispensable.
En ces temps particulièrement menacés, cela a déjà été dit, où se banalisent à nouveau les politiques du pire, aveuglés par l'égoïsme et la loi du profit immédiat, par la peur de l'autre, le repli sur soi, les fanatismes, je risquerais cette hypothèse que j'emprunte à François Cheng dans 5 méditations sur la beauté. Il y a bien 2 mystères que nous avons pour tâche urgente et permanente de dévisager. Il y a bien, je cite, ces 2 mystères qui constituent les extrémités de l'univers vivant. D'un côté, le mal, de l'autre, la beauté. Cette tension constitutive de nous-mêmes entre le beau et le mal est une nouvelle facette de la relation infinie entre art et humanité que célèbre depuis 3 ans le prix Art-Humanité. La beauté qui m'intéresse aujourd'hui se caractérise par ses modes d'être. Elle est avant tout une promesse, non pas un état de fait. Elle est un advenir, un avènement, ce qui soudain apparaît là. Elle est dans le désir et dans l'élan. Elle advient dans le mouvement d'une rencontre ouverte avec le monde, pris dans toutes ses dimensions, avec l'autre, avec tout autre, avec la vie et l'infinie variété de ses formes et de ses forces. Cette beauté-là implique un entrecroisement, une interaction. Elle naît de la rencontre d'abord entre les éléments constitutifs de la beauté elle-même. Ainsi, un visage est-il bien plus que la configuration de ce qui le constitue. J'y reviendrai. Rencontre ensuite décisive entre cette beauté présente et le regard qui la capte, mieux, qui l'actualise et la promeut. Rencontre encore entre l'œuvre et son contexte, ou bien entre les hommes et les femmes rassemblés autour d'une œuvre ou d'une performance artistique. Je pense à mon ami Yann Duvendac qui est présent. De cette rencontre, si elle se produit en profondeur, naît quelque chose d'autre. Évoquant la rencontre de Cézanne avec la Sainte Victoire, François Cheng parle d'une révélation, d'une transfiguration. Quels que soient ses modes d'être, ses époques, ses morales et ses passions, l'art ne cesse de réenvisager le monde, au sens propre du terme, lui donnant de nouveaux visages, qui tout aussi littéralement le transfigurent. L'art est ainsi un déni permanent de la réification de l'humain, qui est le propre du mal. C'est cela, peut-être au plus profond. L'art transfigure un monde d'objets en un monde de visages, dont on ne peut user et moins encore abuser. C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet, dit Emmanuel Lévinas. Le visage, dit encore le philosophe, est ce qui nous interdit de tuer. Ce dont on ne peut user et moins encore abuser, voilà une possible et belle définition, je crois, de la beauté. Et sans doute est-ce de cette beauté-là dont parlait Dostoïevski lorsqu'il disait « La beauté sauvera le monde ». C'est là un propos très général, sans doute, mais vous verrez dans un instant que les 5 propositions artistiques retenues pour ce prix, Croix-Rouge, Art-Humanité 2018, lui font singulièrement écho. Il sera en effet question de visage et de reconnaissance, d'intimité protégée, de différences invisibles, de transformation du vivant ou encore de représentation de la mondialisation. Je tiens pour finir à exprimer au nom de notre école, de toute notre école, enseignants et enseignantes, personnel administratif et technique, étudiantes et étudiants, à exprimer donc nos remerciements très chaleureux et profonds à toutes les personnes qui ont œuvré cette année
à la réalisation de ce prix et à son organisation. Ce soir même, Maître Matteo Pedrazzini, mon ami Matteo, puis-je dire à cet instant, puisque je l'ai déjà cité, Monsieur Balthazar Stellin, représentant Yves D'accord, directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, les équipes de la Croix-Rouge, et en particulier la directrice de la Croix-Rouge genevoise, Madame Stéphanie Lambert, et sa responsable communication, Françoise Diegelmann. Je voudrais enfin remercier les membres du jury qui ont œuvré cette année, Madame Barbara Zanon di Valgiurata, présidente du jury au titre de la Croix-Rouge genevoise. Pour le Comité international de la Croix-Rouge, M. Philippe Stoll, Head of Communication Policy and Support. Pour la aide, enfin, Julie Henkel-Julliard, responsable du département du développement culturel de notre école. Et puis les deux personnes qui ont contribué à ce jury au titre experts indépendants, Hélène Marietto, qui a été jusqu'à peu directrice de la Villa Bernasconi et qui fait partie des amis de l'école, et enfin Yvan Voirambon, architecte, bureau AFM à Genève et familier, s'il en est, des projets de la Croix-Rouge, familier aussi de ce lieu puisqu'il a travaillé avec nous au programme architectural de ce nouveau campus. Merci à toutes celles et ceux qui ont apporté leur soutien à l'organisation de cette soirée. Merci enfin à vous toutes et à vous tous qui êtes présents ce soir et à qui je souhaite tout simplement une très belle soirée. Merci. Voilà, parmi les soutiens de ce prix Art Humanité, la ville de Genève, dont j'invite le maire, Monsieur Sami Canaan. Madame la chancelière, la République et canton de Genève, chers collègues des communes genevoises, Monsieur le président de la Croix-Rouge genevoise, Monsieur le directeur de la HEAD, pour le prononcer correctement, Madame la directrice de la Croix-Rouge genevoise, Monsieur le représentant du Comité international de la Croix-Rouge et surtout, Mesdames et Messieurs, chers amis. Il y a des manifestations qui sont particulièrement agréables en tant que maire de notre belle ville de Genève. Un maire heureux parce qu'il peut constater une fois de plus à quel point sa ville, et c'est un possessif très ouvert et très partagé, donne naissance à des initiatives qui s'inscrivent dans la durée, 4e édition, et qui mettent en avant à la fois les jeunes talents, la culture et les valeurs humanitaires qui font partie de l'ADN de notre cité. Mais comme vous le savez, je suis aussi magistrat en charge de la culture, et nous avons un exemple ce soir, parmi de nombreux autres à Genève, d'une culture qui, au-delà de sa créativité intrinsèque et sa légitimité sur le plan artistique, se met au service d'enjeux plus larges, de l'ensemble de la population, locale et plus largement encore, qui s'envisage et se vit comme un formidable levier pour porter des valeurs, ouvrir des débats, amener des éléments de réflexion sur des sujets qui nous concernent toutes et tous et qui en plus sont susceptibles de faire rayonner notre ville hors de ses frontières. La ville de Genève est donc heureuse de soutenir ce prix, c'est logique, car il s'inscrit dans une action plus large qui lui tient à cœur, la promotion de nos valeurs, de notre ville, comme la ville de la défense des droits humains, ainsi que la promotion des actions de celles et ceux qui portent ces valeurs. En cette année d'anniversaire des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous devons redoubler d'efforts pour l'affirmer, plus que jamais. Cela a été dit, nous le constatons tous les jours, malheureusement. Nous vivons dans un monde qui est très dur. Nous devons faire face à une violence parfois aveugle, parfois ciblée, parfois verbale, mais malheureusement aussi physique. Nous devons faire face, ici et ailleurs, à des actes barbares, à toute forme de racisme, d'exclusion, de rejet, et j'en passe. Heureusement, l'être humain ne se résout jamais à subir une violence qui, il faut bien le reconnaître, l'accompagne et le conditionne depuis toujours. Nous sommes, nous les humains, nos éternels remèdes à nos éternels maux.
Le mouvement de la Croix-Rouge en est un très bel exemple. Depuis sa composante locale, la Croix-Rouge genevoise, jusqu'à son composante globale, le CICR, ce sont des réponses à ce que l'homme peut engendrer de pire. Face à cette violence, au piétinement quotidien des droits humains, et il n'y a malheureusement pas besoin d'aller très loin pour le constater, la culture en général et les arts en particulier sont certainement une réponse possible. Car la culture nous invite à nous ouvrir à l'autre. Les artistes ont cette capacité à aborder les choses autrement, à voir autrement, à penser autrement et à montrer autrement. Je dois dire que Genève a vraiment la chance d'abriter en son sein une école d'art, la HEAD, parmi d'autres écoles excellentes, qui est inscrite au cœur même de la cité, qui est à présent dans un quartier en pleine transformation urbaine, qui est dynamique, innovante, et en plus multiplie les projets en partenariat avec de nombreux autres acteurs de la cité, qui inscrivent les étudiants au cœur de la vie collective de notre ville. C'est une vraie chance pour Genève, une chance pour la défense des arts et pour notre mieux vivre ensemble également. Je terminerai avec cette citation de Stefan Zweig, tirée de son ouvrage « Le monde d'hier ». Mais qu'est-ce que donc la culture, si ce n'est d'extraire de la matière brute de la vie ce qu'elle a de plus fin, de plus délicat, de plus subtil, par les douceurs de l'art et de l'amour. Comme toutes les citations, elle peut être discutée, mais elle me semble apaisante et, en l'occurrence, porteuse d'espoir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Voilà, nous entrons à présent dans le vif du sujet, la présentation des 5 finalistes, et qui mieux que Jean-Pierre Greff pour le faire, dont j'invite à revenir sur scène. Merci Valentin. Donc 5, en effet, lauréates et lauréats nominés pour ce prix. Christelle Curat, née en 1995, elle est une jeune graphiste lausannoise. Dans le cadre de son CFC de graphisme à l'ERACOM de Lausanne, Christelle Curat a notamment travaillé à des projets événementiels, ainsi pour le Montreux Comédie Festival et le Montreux Jazz Festival. Elle a ensuite choisi, elle a bien fait, de poursuivre ses études à la HEAD Genève. Durant sa formation, elle a effectué un échange d'un semestre à la Weissensee Kunsthochschule de Berlin, diplômée d'un bachelor en communication visuelle en juin dernier. Christelle Curat termine son cursus par un projet de design d'information engagé autour d'un aspect particulier et important de la globalisation contemporaine, le transport maritime. Christelle Curat. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle donc Christelle. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Un peu stressée, j'avoue, mais très heureuse de participer à ce prix Art et Humanité avec mon projet qui s'intitule Transport maritime, la mer invisible. Donc s'il y a une chose intimement liée au développement de l'humanité, c'est bien la mer. Depuis des siècles, c'est par la mer que les êtres humains ont élargi leurs horizons, leurs connaissances, mais aussi leurs conquêtes. Et ce rapport clé entre la mer et l'homme reste tout aussi vrai dans notre monde contemporain. En effet, aujourd'hui, la mer, par le transport maritime, joue un rôle capital dans la globalisation, cette nouvelle étape de connexion entre les hommes. Le transport maritime est ainsi devenu indispensable au fonctionnement de nos sociétés actuelles. Il représente 90% de tout ce que nous consommons. Votre manteau, votre téléphone, votre canapé ou encore votre café. Tout ceci forme un flux incessant de navires autour du globe, des milliards de tonnes de marchandises, des porte-conteneurs aux proportions démesurées qui arrivent dans des ports aussi grands que des villes. Maintenant, aussi dépendants que nous soyons devenus du transport maritime, nous n'en restons pas moins inconscients.
En effet, cette industrie omniprésente reste pourtant discrète, lointaine et méconnue. Alors comment une telle immensité peut-elle être invisible? Ce paradoxe au cœur de ce sujet a été pour moi le point de départ de mon travail. Dès lors, j'ai souhaité mettre en lumière cette part opaque de notre monde actuel, de faire connaître, de révéler le transport maritime. Et si ce sujet semble éloigné du paysage suisse, mon projet s'adresse bien à la ville de Genève et à sa population. En effet, Genève est un haut lieu de l'activité maritime et accueille un grand nombre d'entreprises du secteur, et notamment la Mediterranean Shipping Company, qui est le deuxième plus grand armateur de porte-conteneurs au monde. Dans le but d'informer le plus grand nombre, mon travail propose un tour d'horizon, une sélection d'informations significatives autour de cette thématique, des données et des chiffres qui caractérisent l'univers du transport maritime. Afin de rendre visibles ces informations, j'ai basé mon projet sur l'esthétique des signaux flottants maritimes. C'est un clin d'œil à la mer puisqu'il s'agit du moyen de communication entre navires. J'ai ensuite détourné ce code des signaux flottants pour illustrer mes propos, le but étant de proposer une esthétique synthétique qui permet d'être compréhensible par tous et de visualiser concrètement des données souvent difficiles à se représenter. Donc, dans le cadre de mon travail de diplôme, j'ai réalisé 12 drapeaux ainsi qu'un cartel d'explications approfondies pour chacun d'eux. Et ce soir, 8 d'entre eux sont présentés dans l'exposition. Toujours dans cette idée de diffusion, j'ai ensuite imaginé présenter cette exposition à la population genevoise sous la forme d'une installation le long du quai Wilson, ici à Genève. Ce lieu fait simplement le lien avec l'eau ainsi qu'à la ville de Genève qui est visible tout en arrière-plan. C'est aussi une promenade très fréquentée à Genève où les habitants ont l'habitude de voir des expositions et les passants pourraient simplement parcourir l'installation et découvrir les enjeux du transport maritime. Mais la force de ce travail est qu'il n'est pas figé. J'ai mis en place un principe, une idée qui pourrait être étendue et développée. En effet, on pourrait imaginer de continuer cette série de drapeaux avec d'autres aspects du transport maritime. Et le parti pris esthétique que j'ai fait pour mon travail le rend extrêmement adaptable. Donc ce que j'ai proposé, c'est une sorte de proposition, mais on pourrait imaginer encore beaucoup d'autres choses avec cette idée de départ. Et pour conclure, j'aimerais insister sur le fait que ce travail s'inscrit vraiment dans un élan de prise de conscience et de questionnement autour du transport maritime. En effet, cette problématique commence à émerger et à faire débat. En témoigne notamment le documentaire « Cargo, la face cachée du fret », diffusé il y a quelques semaines sur la RTS, si certains d'entre vous l'ont regardé. Mais si le transport maritime se signale progressivement comme un enjeu capital de notre société, nous parions alors que ceci sera d'autant plus vrai et n'ira qu'en s'accroissant dans les décennies futures. Le changement climatique, produit de l'activité de l'homme, ouvre aujourd'hui une nouvelle voie maritime vers l'Arctique, jusqu'ici inaccessible, et dessine déjà les contours et les dynamiques, et surtout les problématiques des décennies futures. Dès lors, ce sujet me semble non seulement être un sujet d'actualité, qui est en mon sens urgent de relever, mais également et peut-être malheureusement un sujet d'avenir. Aussi longtemps que les êtres humains développeront leurs activités, la mer et ce qui s'y joue devront être au cœur de nos réflexions. Merci pour votre attention. Louise Hastings. Louise est née en 1995 à Canterbury, en Angleterre, d'une mère allemande et d'un père anglais et suisse. À 3 ans, elle émigre à Genève, où elle vit depuis. À 14 ans, Louise Hastings débute sa formation au Centre de formation professionnelle des arts appliqués, une école avec laquelle nous avons des liens très privilégiés, et où elle suit l'enseignement dispensé par la filière graphisme, illustration, narration. Elle étudie ensuite à la Aide, en département communication visuelle, elle aussi. Diplômée en 2018 de l'option Image-Récit, illustration, bande dessinée, animation, elle nous présente toujours plus d'orteils,
un recueil d'illustrations, de strips, de bandes dessinées et de textes courts explorant la génétique et la transformation du vivant de manière à la fois spéculative et humoristique. Louise Hastings. Alors bonjour, heureux de vous voir. Je suis ici pour vous présenter mon projet Toujours plus d'orteils, qui, comme il vient de dire, est un recueil d'illustrations, de strips de bande dessinée et de textes courts qui explore un imaginaire touchant à la génétique et de manière plus générale à la transformation du vivant. Je vais en premier vous parler un peu de ce qui m'a attiré au sujet de la génétique, puis je vais vous parler de certains thèmes récurrents dans mon livre. Pendant presque 4 billions d'années, la nature a sélectionné ce qui survivait et prospérait sur cette planète. L'évolution obéissait à 2 grandes forces, la sélection naturelle et les mutations aléatoires. La sélection naturelle, parfois appelée la loi du plus fort, étant le principe par lequel les espèces les mieux adaptées à leur environnement survivent, et les mutations aléatoires étant des variations dans le code génétique qui se font de génération à génération. Aujourd'hui, l'humain est devenu la plus grande force de changement. L'évolution est de plus en plus dirigée par une sélection non naturelle et par des mutations non aléatoires. Ce qui vit et meurt sur cette planète dépend essentiellement de nos désirs et des conséquences aux actions que nous prenons. Depuis le néolithique, nous avons modifié la vie en promouvant des traits qui nous semblaient utiles ou esthétiques dans des plantes et des animaux. Relativement récemment, nous avons appris à produire des copies identiques d'organismes ou de parties d'organismes et nous sommes devenus capables d'altérer drastiquement le génome de n'importe quel organisme. Ces technologies ont ouvert tout un horizon et elles nous placent dans une situation unique, à décider nos destins génétiques. La manipulation génétique et avant ça le clonage ont été et sont au centre de nombreux débats éthiques et religieux. Ces sujets ont été aussi énormément explorés dans la science-fiction qui aborde les conséquences et les réactions d'humains face à des développements réels ou imaginaires en sciences et en technologie. En science-fiction, la manipulation du vivant permet de présenter des créatures ou écologies étranges, parfois le résultat d'expériences scientifiques mal tournées, et permet d'explorer des relations et responsabilités entre créateurs et création, par exemple comme dans Frankenstein. En particulier, la génétique permet d'établir des exemples de sociétés reflétant diverses tendances et idéologies actuelles et de questionner la relation entre le corps et l'identité. La génétique a aussi été le sujet de nombreuses œuvres d'art. Dans le mouvement grandissant du bioart, le vivant même est utilisé comme un support et média de manière souvent humoristique et contraventionnelle. Donc, pour résumer, en essence, ce qui m'a attiré à ce sujet est que la génétique touche au passé, au présent et au futur de tout être vivant, que la génétique soulève des questions par rapport à notre identité, à comment nous changeons et comment nous pourrions choisir de changer, et qu'elle nous laisse voir le vivant comme malléable, une matière dans laquelle nos désirs et craintes pourraient être produites. Maintenant, pour passer au thème récurrent dans mon travail. Dans mon livre, j'ai cherché à explorer de manière spéculative ou humoristique un éventail de thèmes liés à la génétique et à la transformation du vivant. Certains de ces thèmes se répètent et se croisent de manière différente dans les diverses illustrations, strips de bande dessinée et petits textes. Un des thèmes est celui de la fonction du corps, de la fonction d'un être vivant sur mesure. Ce thème peut être lié à l'agriculture, à l'élevage, aux bébés designés, ainsi qu'à des êtres vivants comme objets d'art. Il peut aussi être lié à l'idée de la création d'êtres génétiquement adaptés à des nouveaux environnements et au terraforming, soit la transformation de nouvelles planètes pour établir une écologie similaire à celle de notre planète.
Un autre thème est celui de l'identité avec le débat de l'inné et de l'acquis. J'ai lié ce thème à l'image de soi et la relation à son corps via des idéaux de beauté. Encore un thème est celui de l'ADN, en tant que texte ou le vivant comme information. Et le dernier thème est celui de la vie, que ce soit par le développement de nouveaux moyens de reproduction ou par la longévité et l'immortalité. À ceci, j'ajouterai aussi la transformation, l'évolution et la métamorphose. Merci. Merci Louise. Le livre de Louise fait actuellement l'objet d'un projet d'édition avec le soutien de la Fondation AHEAD qui, vous le savez peut-être, à travers son cercle des amis, s'est donné pour objet de soutenir les projets parmi les plus pertinents de nos jeunes diplômés et diplômées. Sarah Fauriel est née en 1996 à Chambéry. Sarah est une jeune graphiste franco-suisse par conséquent. Après son baccalauréat, elle effectue une année de mise à niveau en art appliqué à l'ENAAI, puis un BTS en design graphique option multimédia au pôle supérieur de design, lycée Léonard de Vinci à Villefontaine. Ça fait très français, tout ça. Elle poursuit ensuite ses études en communication visuelle, option espace média, à la Aide, ouf, enfin, la voilà sauvée, à Genève. Elle nous présente aujourd'hui Différences invisibles, son travail de diplôme qui a pour sujet un sujet éminemment grave, difficile, le syndrome d'Asperger. Sarah Fauriel poursuit actuellement un master en Information Design à la Design Academy d'Eindhoven. Sarah Fauriel. Donc, bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, je suis ravie d'avoir l'occasion de présenter ce projet qui me tient tout particulièrement à cœur. Donc, il s'intitule « Différences invisibles », comme il a déjà été dit, et c'est un travail sur le syndrome d'Asperger, et plus particulièrement sur cette notion justement de différence invisible qui caractérise ce syndrome. Donc ce sujet, tout d'abord, il place au centre les interactions sociales et tout ce qui touche en fait aux relations et à la communication, qu'elles soient verbales, non verbales, directes ou indirectes, conscientes ou inconscientes. Donc rapidement, le syndrome d'Asperger, c'est un trouble du développement neurologique lié à la perception. Donc en fait, les informations sont bien reçues et transmises au cerveau par les 5 sens, mais c'est un défaut d'analyse qui empêche leur traitement approprié. Donc le syndrome d'Asperger a cette grande particularité d'avoir un grand nombre de formes d'expression et elle varie complètement d'une personne à l'autre. Donc finalement, il y a autant de définitions du syndrome qu'il y a de personnes Asperger, d'où cette difficulté un peu parfois à le cerner, à l'identifier et à le définir. Et il est encore très peu connu aussi, que ce soit du monde médical et scientifique, beaucoup restant encore à explorer, que ce soit en termes de diagnostic, d'accompagnement, de traitement, mais il est aussi très peu connu du grand public. Voilà. Mais en tout cas, malgré tout ça, on peut le définir par 3 points différents. Une altération des interactions sociales, donc avec un déficit de communication verbale et non verbale, des intérêts restreints et des comportements répétitifs, et une sensibilité sensorielle atypique. Donc c'est justement en fait en discutant avec toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui ont le syndrome d'Asperger que je me suis rendu compte qu'effectivement tous ces symptômes étaient complètement variables d'une personne à l'autre, mais que la notion d'hypersensibilité était la plus présente et que c'était finalement ces distorsions sensorielles du syndrome qui déterminaient les comportements et les signes visibles à l'œil nu. Voilà. Donc là, vous avez juste quelques exemples de ce que certaines personnes peuvent vivre au quotidien. Certains vont avoir des difficultés lors d'une première rencontre, d'autres vont en plus avoir des difficultés vis-à-vis des 5 sens, donc par rapport au son, mais aussi par rapport à la lumière, au parfum, donc aux odeurs. Mais c'est vraiment variable, vous verrez par la suite.
Donc en tout cas, c'est pour ça que ce projet tente plutôt de montrer ce que peut être le syndrome d'Asperger au quotidien, en se basant sur le quotidien de plusieurs personnes Asperger, plutôt que de donner une définition universelle. Voilà. Donc, oh, pardon, on va revenir là. Pardon. Donc justement, j'ai choisi de baser mon travail sur 8 personnes différentes, 8 personnes avec le syndrome d'Asperger de 18 à 76 ans, pour lesquelles le diagnostic a été tardif, et chacune a une histoire différente. Et j'ai élaboré, après avoir discuté longuement avec l'une de ces personnes, un questionnaire de 10 questions assez ouvertes qui permettaient en fait d'avoir des réponses assez détaillées. Donc voilà, et puis très imagées, donc ça permettait en fait de partir de tout ce travail écrit et de le transformer en visuel. Voilà. Donc, ça va, oui, pardon. Donc ce travail, comme vous pouvez le voir, il se divise en 2 supports, donc une vidéo et une édition, les 2 étant complètement complémentaires. Donc une première vidéo, justement, que j'ai d'abord travaillée, en fait, j'ai sélectionné plusieurs phrases, des réponses que j'ai collectées par rapport à ce questionnaire, que j'ai essayé de retranscrire visuellement pour permettre de le rendre accessible à tous. Et la technique utilisée dépend complètement de la phrase et de l'atmosphère qui s'en dégageait. Voilà. Donc là, vous avez juste quelques extraits, donc c'est assez difficile de montrer une vidéo parce qu'elle dure 4 minutes, mais vous aurez un petit extrait à la fin. Et ensuite, justement... Merci. Donc là, voilà, il y a vraiment différentes techniques, différentes échelles en fonction de la phrase utilisée. Et ensuite, j'ai trouvé important de construire une édition, un livret qui permet de regrouper toutes les réponses que j'ai eues de chaque personne. Et ça permet en fait d'avoir une deuxième lecture et de lire vraiment plus en profondeur, de voir aussi les difficultés de chacun au quotidien, les étapes par lesquelles chacun est passé, et leur propre vision du syndrome d'Asperger, qui est différente aussi, je pense, de la mienne. Voilà. Et en tout cas, ce que je trouvais très important de spécifier, c'est que ce qui m'a le plus intéressé pendant tout ce projet, c'était vraiment en fait, d'être en contact avec chacune de ces personnes, que ce soit les échanges, les discussions, et ça m'a vraiment permis de redresser le tir, parfois, et de comprendre peut-être un peu plus au cœur du quotidien de ces personnes ce que pouvait être le syndrome d'Asperger. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention et je vous laisse avec un petit extrait de ma vidéo pour que vous puissiez juste vous plonger un peu plus dans ces différentes histoires et en voir un peu plus. Merci. L'eau lui donne la sensation d'être large. Plus rien ne la touche. Sa vie est comme une immense surcharge émotionnelle. Chacun de ses 5 sens est en éveil. L'odeur subtile du coton le calme. Chaque matière, chaque texture est perçue intensément. Pouvoir toucher et sentir aussi puissamment une matière est fascinant. Le chocolat enveloppe l'intérieur de sa bouche comme un film protecteur. Depuis 3 ans, elle a toujours le même parfum, vert émeraude. Cette odeur l'apaise. Elle ne supporte pas le froid. Ses muscles se contractent jusqu'à en avoir des courbatures. Manger des aliments aux textures molles la rassure.
Marta Revuelta est une designer espagnole née en 1974. Elle vit et travaille à Genève. Elle est diplômée en communication visuelle de la Aide Genève en 2013, puis titulaire d'un master en média design depuis juin dernier. Marta Revuelta s'intéresse aux relations entre technologie, société et politique. Elle explore la technologie comme un ensemble de nouvelles structures de contrôle, remettant en question leurs dérives potentielles et analysant leur impact sur nos vies. Ces travaux interdisciplinaires se situent sur la fine ligne qui sépare la technologie et l'humain, à mi-chemin entre le design critique et l'art, l'ingénierie et la science des données. Elle nous présente aujourd'hui Profilage facial, une installation développée précisément dans le cadre de son master. Marta Revuelta. Bonsoir. J'aimerais tout d'abord remercier le comité Art Humanité d'avoir sélectionné ce projet. Je suis ravie de pouvoir le partager avec vous. Nous sommes dans un moment où les systèmes d'intelligence artificielle sont en plein essor et se développent très rapidement. Elle est présente dans nos vies quotidiennes, dans nos téléphones portables, dans nos recherches Internet, mais elle s'intègre aussi plus discrètement dans des domaines plus critiques comme la finance, le recrutement en entreprise, la sécurité publique, ainsi que le contrôle des frontières et la régulation de l'immigration. Personnellement, je suis fascinée aussi que préoccupée par ce système algorithmique de données à grande échelle où l'algorithme joue un rôle important dans des enjeux d'ordre éthique, politique et légaux. Ce qui me passionne, ce sont les moments de débordement et de perversion de la technologie ou de l'intelligence artificielle, ses usages abusifs et ses infrastructures. L'exemple le plus parlant des dérives technologiques est l'entreprise israélienne de profilage facial Faceception. Mais qu'est-ce que c'est le profilage facial? C'est l'association de la reconnaissance faciale au machine learning, un domaine de l'intelligence artificielle, pour analyser les caractéristiques physiques du visage d'une personne afin de détecter un type de personnalité ou une tendance comportementale. Je vous présente la vidéo de présentation de la start-up. Faceception is a facial personality profiling company. We developed a computer vision and machine learning technology to conduct facial personality profiling at scale and in real time. Facial analysis technologies today mostly focus on facial recognition, which means matching a face to a known individual, for example, a terrorist. But what about the people that are not in the database? What do we really know about them? On November 13, 2015, Paris was attacked. Only 3 of the 11 terrorists had a previous record. Our technology classified 9 of them as potential terrorists with no prior knowledge. That's why we are working with the leading Homeland Security agency. Faceception prétend détecter les individus ayant des tendances terroristes, pédophiles, criminelles, jusqu'à 8 autres typologies en se basant uniquement sur l'analyse de leur visage. Mais non seulement le domaine industriel s'intéresse à ce type de technologie, aussi la recherche. En 2016, 2 scientifiques de l'Université de Shanghai ont publié une recherche sur le profilage facial. Ils affirment avoir entraîné une intelligence artificielle à déceler le potentiel criminel d'une personne avec une très grande efficacité en se basant uniquement sur une photo de leur visage. L'année suivante, 2 chercheurs de l'Université de Stanford ont publié un autre article scientifique dans lequel ils indiquent avoir entraîné une autre intelligence artificielle à détecter cette fois l'orientation sexuelle des personnes, en se basant uniquement sur leur visage.
Parallèlement au boom de l'intelligence artificielle, on assiste à une dangereuse montée du populisme. Ces systèmes binaires de classification algorithmique de l'être humain peuvent être extrêmement dangereux dans ces contextes sociopolitiques. Le profilage facial peut devenir un instrument redoutable en main des politiques totalitaires et ils ont le potentiel de renforcer leurs dérives. Donc, afin de révéler et exposer ces processus automatiques de classification au plus grand nombre, au-delà du cercle scientifique, j'ai construit une machine de profilage facial qui se base sur les mêmes algorithmes que celui des recherches scientifiques. C'est une machine qui reconnaît la capacité d'un individu à manipuler des armes à feu et prévoit son danger potentiel à partir de l'analyse biométrique de son visage. Formellement, elle s'inspire des processus en chaîne de l'industrie. La mécanisation dans ce projet symbolise la déshumanisation de ces processus et elle renvoie à la difficulté de responsabilisation des prises de décision par ces systèmes. J'ai pris comme point de départ l'univers des armes à feu. Donc, j'ai programmé une intelligence artificielle capable de prédire le degré de dangerosité d'une personne juste à partir de son visage. Pardon, excusez-moi. Voilà. Pour cela, j'ai entraîné l'intelligence en lui montrant des milliers d'exemples de visages pour lui apprendre les modèles du type de visage apte à manipuler des armes à feu. J'ai procédé à l'extraction automatique des visages de plus de 9000 vidéos YouTube qui présentent des personnes qui manipulent des armes à feu pour créer un ensemble de données composé de 1750 photos. D'un autre côté, j'ai créé un deuxième ensemble avec 1750 selfies pour enseigner la contrepartie. Après l'entraînement, mon intelligence artificielle de cette machine est prête à prédire si une personne qu'elle n'a jamais vue est capable de manipuler des armes à feu en se basant juste sur son visage. Dans ce projet, l'objet caméra joue un rôle central. En reproduisant l'image d'une arme à feu, la caméra confronte le visiteur de manière brutale à la réalité des environnements sécuritaires. La présence d'un opérateur humain qui pointe directement la caméra sur notre visage rappelle la présence des caméras de surveillance et l'aspect intrusif de la technologie de reconnaissance faciale. Dans cette installation, le public a un rôle central. Tout est agencé pour lui révéler des processus algorithmiques de classification en lui présentant l'association de son visage à un fiche de renseignement et un statut de dangerosité. En jouant avec le visage des visiteurs, qui est notre signe identitaire le plus exposé publiquement, le dispositif invite à réfléchir sur les nouveaux processus automatisés de labellisation et la confiance qu'on leur accorde dans les prises de décision. Le dispositif comporte aussi un système mécanique et pneumatique. La machine génère des fiches de renseignement avec la photographie des personnes profilées, puis les classe en deux catégories, celle-ci qui présente un risque élevé de dangereuse et celle-ci avec un risque plus faible. En retour, la fiche de renseignement avec la photographie va rester visible juste le temps de la classification, mais une fois rangée, va rester à jamais inaccessible pour les visiteurs. Cette installation dénonce l'utilisation abusive et dangereuse de l'intelligence artificielle et plus particulièrement le système binaire de classification algorithmique de l'être humain. Avec ces systèmes, nous risquons de voir se réduire nos droits civiques sur la fausse hypothèse d'une objectivité algorithmique et la neutralité. Merci. Merci, Martha.
Anne Soria Tacordial, née en 1991. Elle a obtenu en 2009 un baccalauréat littéraire au lycée Labourdonnais à Curpipe, à l'île Maurice. Elle étudie ensuite les lettres modernes à l'université Jean Moulin à Lyon. Anne Soria Tacordial s'installe ensuite à Genève et se réoriente puisqu'elle effectue la passerelle propédeutique art et design du CFP Art, qui a déjà été évoqué. Elle étudie ensuite la communication visuelle à la Aide Genève. Diplômée en 2018 de l'option Espace Média, elle nous présente The Pussy Talk, une application qui permet de localiser, identifier et s'informer sur les douleurs sexuelles féminines. Anne Soria Tacordial. Bonsoir. Pardon. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de vous présenter ce projet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai travaillé mon mémoire de bachelor sur la question des violences médicales envers les femmes, en particulier dans le milieu gynécologique. Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler de ce sujet tabou, notamment grâce aux témoignages de femmes qui brisent le silence, mais également à travers des articles, des ouvrages et les réseaux sociaux qui rendent compte d'une situation alarmante puisque cette violence est systémique, voire institutionnalisée. Ces pratiques médicales et le manque d'écoute pérennisent notamment les douleurs sexuelles féminines qui touchent la vulve, le clitoris ou le vagin. Elles peuvent rendre douloureux ou impossible un rapport sexuel, au toucher comme à la pénétration, et se manifester en dehors de la sexualité, comme en croisant les jambes ou simplement en faisant du vélo. Ce sont des douleurs souvent invisibles, ce qui peut rendre le diagnostic difficile, mais elles sont courantes. On estime à environ 10% le nombre de femmes qui souffrent de vaginisme. Ce nombre est très probablement inférieur à la réalité. À travers ma recherche, j'ai mené une série d'interviews de femmes qui souffrent de ces douleurs. Je me suis rendu compte qu'elles ont mis du temps à être diagnostiquées, principalement parce que les soignantes et les soignants prennent du temps à prendre au sérieux leurs douleurs. C'est donc généralement vers Internet qu'elles se tournent pour avoir des informations, mais celles-ci, trouvées en ligne, sont souvent incomplètes. À partir de là, j'ai imaginé l'application de Pussy Talk qui permet de localiser, identifier et s'informer sur ces douleurs sexuelles. Lorsque l'utilisatrice ouvre l'application, un schéma de vulve apparaît. J'ai tenu à ce qu'il soit anatomiquement correct. L'utilisatrice touche l'écran avec son doigt là où elle a mal. L'application propose ensuite une série de questions au vocabulaire précis pour établir un prédiagnostic. Il est parfois difficile de parler et de mettre des mots sur sa douleur, surtout lorsqu'il s'agit de son intimité. Il s'agit donc de la décrire de manière très détaillée. Les symptômes permettent ensuite d'établir le prédiagnostic qui peut par la suite être confirmé par un ou une professionnelle de la santé. À partir de là, l'utilisatrice peut s'informer sur le type de douleur dont elle souffre, comprendre le mécanisme de la douleur et les répercussions qu'elle peut engendrer sur son quotidien comme sa vie sexuelle. L'application propose également de s'informer sur les spécialistes à consulter. L'utilisatrice peut ainsi choisir parmi différentes possibilités, dont celle de se soigner seule. L'application permet de s'informer sur l'approche thérapeutique du ou de la soignante et d'en trouver aussi près de chez soi. Elle permet également de poser des questions à des professionnels de la santé, mais également de lire des témoignages d'autres femmes qui souffrent de ces douleurs sexuelles et peut-être établir des liens avec sa propre histoire. L'utilisatrice peut également proposer son propre témoignage, poser des mots sur son histoire, ce qui est déjà un moyen de s'approprier ses douleurs, son corps et sa sexualité. Aujourd'hui encore, les soignants et les soignantes sont une autorité sur notre corps. Au vu des nombreuses maltraitances médicales dont sont victimes les femmes, il est nécessaire de désacraliser cette hiérarchisation en arrivant informés à une consultation,
En tant que femme, il me semble fondamental de s'approprier son corps, son plaisir, en étant informée. The Pussy Talk devient donc un outil qui permet aux femmes d'être actives dans le processus de leur guérison. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci Jean-Pierre pour les avoir présentés. Bravo aux 5 finalistes pour ces projets assez fascinants. En tout cas, moi, je suis fasciné avec le peu de créativité que j'ai en voyant ces 5 projets. 2 prix sont décernés ce soir, on l'a dit, celui du jury. On va dans un instant connaître le lauréat. Mais d'abord, nous allons ouvrir les votes pour le prix du public. Alors la question est simple, quel est votre projet préféré ? Vous prenez votre téléphone portable et vous envoyez un SMS au +41 79 807 37 60. Il est important de faire l'indicatif +41. Vous avez sur votre siège le numéro de téléphone. Vous pouvez aussi, vous qui êtes chez vous, voter. Et vous envoyez 1 pour Christelle Cura, 2 pour Sarah Foriel, 3 pour Louise Hastings, 4 pour Martha Revuelta et 5 pour Anne Souraya Takourdial. 1 vote par personne, ça ne sert à rien d'envoyer plus de SMS. Je crois que c'est gratuit, mais bon, ça ne sert à rien. Vous avez à peu près une dizaine de minutes pour voter et on connaîtra d'ici là le nom du lauréat. En attendant le résultat de vos votes, on va passer au prix du jury. Enfin, je vous laisse quand même quelques secondes pour voter parce que je sens que vous n'allez pas écouter sinon. En attendant, on va inviter la comtesse Barbara Zanon, présidente du jury, à venir sur scène. Mesdames, Messieurs, chers étudiants et candidats, chers publics présents ici et qui vous nous suivez par streaming, je vous souhaite également la bienvenue à la 4e édition du prix Art et Humanité, dont j'ai le grand plaisir et privilège de présider le jury. Je tiens tout d'abord à remercier pour leur collaboration et leur apport indispensable les membres de notre jury que j'invite à me rejoindre sur scène. Ils ont été déjà présentés par M. Greff, Mme Julie Henkel-Juillard, M. Philippe Stoll, Mme Hélène Marietto et M. Yvan Vorambon. Ce prix récompense un projet inspiré, réfléchi et abouti qui allie une sensibilité artistique et une approche humanitaire. On a constaté, comme disait M. Greff, grâce à l'abondance des dossiers déposés par les candidats, plus d'une trentaine, que l'art permet de tout exprimer, tout raconter et tout créer. Elle peut montrer et faire vivre un projet, une aspiration, une émotion, une pensée profonde ou éphémère. Et ceci surtout grâce aujourd'hui plus que jamais à une multitude de techniques différentes, de la plus simple, un trait au crayon gris, aux plus récentes avec l'essor du monde digital et de ses réalisations innovantes. L'artiste veut exprimer bien sûr, mais surtout communiquer et partager avec ses semblables. Et c'est le partage qui nous intéresse ici. C'est un aspect profondément présent dans l'humain. Il nous relie et nous ancre dans notre existence. Et pour paraphraser un titre bien connu, l'humanité a besoin de racines pour rester humble, mais également d'ailes afin de viser toujours plus haut. Je suis sensible en ce contexte à l'opinion de George Bernard Shaw qui s'exprime ainsi « You use a mirror to see your face, you use works of art to see your soul ». Et si l'art est représenté si bien dans l'art, la sensibilité, les techniques et le talent touchent très différemment les individus car l'humanité est à la fois semblable mais très différente. Aujourd'hui, l'art et l'humanité marchent main dans la main souvent. Les artistes essayent au moyen de leur inspiration et de leur technique de transmettre un message en utilisant des disciplines artistiques les plus variées. On constate aussi de plus en plus, particulièrement lors de cette édition, le choix et la diversité des thématiques qui nous a souvent surpris et enchantés. Loin de choisir des sujets trop souvent abordés, nous avons énormément apprécié l'audace, la créativité ainsi que la recherche et l'innovation dans les thèmes de plusieurs projets. Donc l'individu est un créateur et l'art est donc la manifestation de lui-même. Et vous-même, chers candidats, vous nous l'avez bien montré. Vous avez su nous toucher et nous surprendre,
tout en gardant un intérêt marqué pour l'approche inspirée, mais profondément empathique, car l'être humain est et reste le centre de vos œuvres. Nous vous souhaitons de continuer avec succès votre chemin d'artiste engagé, en partageant votre talent et vos réflexions, toujours bien conscient de la liberté d'expression qui n'est pas possible partout, mais l'est pour vous ici. Le prix Art Humanité 2018 est attribué à Marta Revuelto pour Profilage facial. Je vais juste rajouter que le Centre d'art contemporain à Genève a tenu à s'associer, à festoyer avec la candidate et va offrir aussi un prix. Et je demande à Leila Thomas, la secrétaire du Cercle des Amis de l'association, de monter. Bonjour à tous, alors je vais essayer de faire très court. Donc je suis ici au nom de l'association du Centre d'art contemporain de Genève et je voudrais d'abord féliciter la lauréate pour son très beau travail, je crois qu'on est tous d'accord sur ce point. Et du coup on a le plaisir de lui offrir une œuvre en édition limitée de l'artiste Galaxia Wang qui a fait une résidence au centre il y a quelques temps et une carte de membre annuelle qui lui permettra de participer à toutes les activités organisées aussi bien par le centre que par l'association. Et donc voilà, merci pour votre attention et une très belle soirée. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot ou pas. Pas obligé. C'est un peu difficile. Je suis vraiment très touchée. Je vous remercie à toutes les jurys, à les organisateurs et de m'avoir donné cette opportunité. C'est un projet vraiment qui me tient à cœur, que c'était très important pour moi de pouvoir les communiquer. Et voilà, je suis vraiment très touchée. Merci beaucoup. Voilà, encore bravo à elle et merci aux membres du jury d'avoir fait ce choix. Tout choix aurait été bien. Non ? Il y a encore le choix du public. Voilà, d'ailleurs, je vais vous rappeler, je vous remercie, vous pouvez disposer. J'aime pas avoir des gens derrière moi, ça me perturbe. Voilà, je vous rappelle la procédure de vote pour le prix du public. Il reste quelques minutes, vous prenez votre téléphone portable, vous envoyez un SMS au +41 79 807 37 60. Vous avez les 5 numéros qui sont affichés sur votre siège ou ici au-dessus de moi, le 1 pour Christelle Cura, le 2 pour Sarah Foriel, le 3 pour Louise Hastings, le 4 pour Marta Revuelta et le 5 pour Anne Souraya Takourdial. Dans quelques instants, on saura qui remporte ce prix du public. Et là, je réalise que j'ai fait une erreur parce que le jury aurait dû rester sur scène. Voilà, ça m'apprendra. Parce que j'invite tous les finalistes et donc tous les membres du jury à revenir sur scène pour leur distribuer un magnifique bouquet de fleurs. On peut applaudir tous les finalistes.
Je sais quoi faire, mais j'attends juste le prix du public qui va arriver. C'est pas moi qui choisis comme ça au hasard, hein, je vous rassure. On m'a bien précisé où c'était marqué, pas que je me trompe. Donc voilà, il s'agit d'une femme qui remporte ce prix. Et il s'agit de Anne Sourayat à Cordial. Merci beaucoup, je suis très émue et c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur et je souhaite vraiment le développer et vraiment en faire un outil pour des femmes qui en ont besoin, donc merci infiniment. Voilà, encore bravo aux lauréats et aux 5 finalistes pour ces projets assez magnifiques. On arrive au terme de cette cérémonie. Merci de l'avoir suivi ici ou depuis chez vous, ou je ne sais où, sur votre téléphone portable. Je vous invite toutes et tous à rester, en tout cas ceux qui sont ici, pour profiter d'un excellent cocktail dînatoire. Et on se retrouve l'année prochaine pour la 5e édition du prix Art Humanité. Très belle soirée à tous.